Bonjour et bienvenue dans le décryptage du jour, un décryptage qui s'ouvre sur une question. Si une guerre éclatait aujourd'hui, seriez-vous prêt à vous battre pour votre pays? C'est la question au cœur d'une recherche présentée par Pan Xin-Xin, chercheuse associée à l'Institut de sociologie de l'Academia Sinica, lors d'une conférence sur les caractéristiques démographiques et la volonté de résistance à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud. La conférence était modérée par le sociologue Paul Jobin, coordinateur au groupe de recherche sur la transformation sociale comparée en Asie à l'Academia Sinica. Le service en mandarin de RTI, présent sur place, avait réalisé une émission à ce sujet, sur laquelle je me base pour ce décryptage. Selon la chercheuse Pan Xin-Xin, les citoyens remplissent quotidiennement des obligations envers l'État, que ce soit les impôts, le service civique ou autre, mais le combat reste l'obligation civique la plus extrême. À l'échelle individuelle, la volonté de combattre dépend fortement de la situation personnelle et de la position sociale de chaque personne. À l'échelle collective, la structure démographique globale détermine la capacité de mobilisation en cas de crise, un enjeu vital pour la survie d'un État. Historiquement, cette obligation a surtout reposé sur les jeunes hommes. En 2026, seuls 6 pays imposent la conscription à tout le monde, hommes et femmes confondus, et seulement 10 acceptent les femmes dans leurs armées. Avec le vieillissement rapide de la société taïwanaise et la baisse de la natalité, la chercheuse souligne l'importance d'étudier l'impact de ces mutations démographiques sur la volonté collective de se battre et la capacité de mobilisation du pays. Au-delà des facteurs démographiques, la perception d'une menace extérieure et l'existence de cadres institutionnels jouent également un rôle déterminant. Pan Xin-Xin a expliqué. Il y a des pays très pacifiques qui ne se battront jamais ou qui n'ont pas vraiment de menace extérieure, comme Madagascar par exemple, où le taux de volonté de se battre pour le pays sera probablement très faible. L'autre facteur, c'est de savoir si le pays dispose de mécanismes institutionnels qui déterminent qui devrait être appelé à servir, notamment si l'enrôlement nécessite le consentement des citoyens, dans quelle mesure la population ressent un sentiment de patriotisme et d'identité nationale, et si elle est prête à se sacrifier pour son pays. L'étude s'est concentrée sur Taïwan, le Japon et la Corée du Sud, car ces 3 pays partagent plusieurs points communs. Premièrement, la légitimité démocratique d'une guerre repose sur le consentement des citoyens, ce qui exclut donc Singapour de la comparaison. Ensuite, les 3 pays sont des alliés formels ou informels des États-Unis dans le cadre stratégique Indo-Pacifique. Troisièmement, la Chine constitue une menace commune, ce qui oriente la question vers la résistance plutôt que vers une guerre offensive. Enfin, les 3 pays partagent aussi des tendances démographiques similaires, à savoir le vieillissement, la baisse de la natalité et des mariages, et une tendance vers la parité homme-femme. L'analyse s'appuie sur des données de l'enquête mondiale sur les valeurs, ou World Value Survey, menée en 2018 et 2022 dans les 3 pays. World Value Survey est un projet international de recherche en place depuis 1981 dans une centaine de pays, donc avec une enquête menée tous les 5 ans sur des sujets très vastes. En se concentrant sur l'aspect qui nous intéresse dans le cadre de cette étude, c'est-à-dire la volonté de résister, le fait d'être prêt à se battre pour ce pays, eh bien, selon cette étude, 82% des Taïwanais sont prêts à cela, un taux qui place Taïwan en tête devant la Corée du Sud qui a 70% et le Japon à 29%. Ce qui est assez paradoxal, c'est que près de 90% des Japonais se disent pourtant inquiets à l'idée d'une guerre, contre 60 à 70% à Taïwan et en Corée du Sud, un écart qui a suscité des débats parmi les chercheurs présents. Certains participants ont jugé le résultat taïwanais de 82% idéalisé, estimant que Taïwan, contrairement au Japon ou à la Corée du Sud, n'a pas connu de guerre directe sur son propre sol pendant la Seconde Guerre mondiale et manquerait donc d'un traumatisme historique suffisant pour se représenter concrètement une situation de guerre, ce qui pourrait conduire à des réponses plus candides. Pan Xin-Xin a répondu que si Taïwan n'a pas connu de guerre directe, à ce moment-là, la population a tout de même vécu avec des expériences liées à la guerre, des bombardements, des pénuries, ou encore l'administration militaire de guerre à Kinmon et Matsu. Elle a souligné que l'étude évalue la capacité de mobilisation sociale dans le scénario le plus exigeant, en précisant que la notion de guerre recouvre une réalité large, donc au-delà du combat armé de première ligne, il y a aussi de nombreux rôles qui existent à l'arrière.
Par rapport au fait qu'au Japon, 29% des personnes se disent prêtes à se battre, d'autres chercheurs ont rappelé qu'après la Seconde Guerre mondiale et l'adoption de la constitution pacifiste japonaise, la population était venue à ressentir un véritable rejet de la guerre, qui était considéré comme un mal absolu à surtout ne pas approcher. Les premières enquêtes de World Value Survey ne recensaient d'ailleurs qu'un pourcentage à un chiffre de Japonais prêts à se battre pour leur pays, et donc la progression récente vers 29% constitue déjà pour eux une évolution notable. Pan Shin-shin a confirmé que les résultats reflètent bien une attitude passive, voire un rejet de la population japonaise face à l'idée de se battre pour le Japon, et en même temps, elle a aussi nuancé ce constat avec le fait que les élites japonaises, elles, adoptent une position beaucoup plus ferme en faveur de la défense nationale. Un tel écart entre les dirigeants et l'opinion publique, selon Pan Shin-shin, est un phénomène à surveiller dans une démocratie où les choix en matière de défense reposent en principe sur le consentement des citoyens. Ensuite, l'étude a analysé, à l'intérieur d'un même pays, 3 variables démographiques susceptibles d'influencer la volonté de combattre. Tout d'abord, il y a donc l'âge. Les répondants ont été répartis en 3 groupes, entre 18 et 50 ans, 51 et 64 ans, puis 65 ans et plus. Et dans les 3 pays, la volonté de se battre diminue avec l'âge. Les jeunes Taïwanais affichent le taux le plus élevé à 88%. Et donc Pan Shin-shin a précisé que, contrairement à une idée reçue selon laquelle les jeunes seraient moins enclins à combattre, ces résultats, qui étaient vérifiés aussi par d'autres moyens pour éviter les réponses purement déclaratives, confirment au contraire une réelle volonté de combattre chez cette génération. Pan Shin-shin a également relativisé l'idée selon laquelle les générations ayant vécu la guerre ou la démocratisation seraient plus disposées à résister, et elle estime que cet effet générationnel serait probablement moins marqué qu'on ne le pense généralement. Ensuite, en ce qui concerne les différences de genre, les hommes se montrent partout plus disposés à combattre que les femmes, sauf au Japon où l'écart n'est pas statistiquement significatif. Pan Shin-shin a expliqué: En Corée du Sud et à Taïwan, les citoyens pensent réellement que c'est le travail des hommes. Les hommes comme les femmes sont d'accord là-dessus. Dans ces 3 pays, le genre est la variable la plus explicative. C'est le résultat d'un consensus social très fort qui montre que cette représentation des rôles de genre reste très ancrée. Ensuite, en ce qui concerne le mariage et la parentalité, l'étude n'a trouvé aucun effet significatif sur la volonté de se battre, un résultat qui a surpris la chercheuse. Que ce soit réticence au sacrifice lié à l'attachement à sa famille ou bien une volonté accrue de se battre pour protéger sa famille, il n'y a pas en tout cas d'effet notable qui a été remarqué dans les résultats. Pan Shin-shin a résumé l'enjeu de l'étude. L'engagement à combattre n'est pas seulement une question d'identité. Il implique aussi la façon dont chacun évalue son risque personnel, sa relation avec l'État et les arbitrages au sein de la famille. En définitive, la question est de savoir qui doit assumer le coût de la résistance. C'est une question éminemment sociologique, au sein d'une société aux structures démographiques aussi diverses, qui doit porter cette responsabilité civique. Et l'évolution de la structure démographique changera la réponse à cette question. On peut rappeler qu'à Taïwan, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent désormais 20% de la population, ce qui en fait donc une société super âgée. Le nombre de naissances mensuelles recule pour le 29e mois consécutif, sans signe d'inversion de la tendance. Alors, selon l'étude, le genre étant le facteur le plus déterminant de la volonté à combattre à Taïwan, Pan Shin-shin estime qu'une piste d'action serait de remettre en question les rôles de genre traditionnels. Des tâches comme le pilotage de drones ou l'analyse des renseignements ne nécessitent pas de force physique particulière, et en fait la répartition perçue des rôles relève davantage de normes sociales que de différences biologiques. Malgré cela, les femmes restent largement sous-représentées par exemple sur les affiches de recrutement, ce qui explique aussi en partie la prédominance persistante des hommes parmi les volontaires militaires à l'échelle mondiale, et en Asie de l'Est également. Pan Shin-shin recommande donc de développer les dispositifs adaptés aux besoins spécifiques des femmes, de renforcer le travail de sensibilisation et de légitimer davantage le service militaire féminin, afin que les femmes volontaires disposent des moyens et d'opportunités de formation nécessaires. Elle a rappelé aussi qu'à Taïwan, de plus en plus de gens se préparent de manière autonome en dehors du cadre militaire, que ce soit par un entraînement physique, par un apprentissage des gestes de premiers secours,
ou la participation à des groupes d'entraînement à la défense civile, avec une présence notable de femmes dans ce type de groupe, ce qui signe aussi une volonté de résistance partagée. Pan Chin note aussi que l'appartenance partisane n'avait par le passé pas d'effet significatif sur la volonté de combattre, mais qu'elle est devenue ces dernières années un facteur déterminant à Taïwan. Cependant, comme cette variable est difficile à analyser dans les contextes japonais et coréens, elle a été exclue de la comparaison internationale. Mais on peut noter que selon les dernières données, près de 90% des sympathisants du Parti démocrate progressiste ou DPP se disent prêts à se battre pour le pays, contre environ 30% seulement pour les partisans du Kuomintang ou KMT et près de 50% pour le Parti populaire de Taïwan ou TPP. Pan Chin estime que la polarisation croissante des enjeux de société autour des lignes partisanes à Taïwan constitue aussi une tendance à surveiller de près à l'avenir. En conclusion, cette étude montre bien que la volonté de se battre pour son pays ne dépend pas seulement d'une menace extérieure, elle dépend aussi de choix plus internes à la société taïwanaise et de circonstances comme l'âge, le genre et les convictions politiques. Autant d'éléments en évolution qui pourraient à terme redessiner la capacité de Taïwan à se mobiliser en cas d'attaque.